Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Pour être bien, parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Pascal, Pascal Marmé, merci d'avoir accepté mon invitation à ce podcast. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de toi, une rencontre faite grâce à Sandrine des rencontres des auteurs francophones. On s'est Absolument. croisés, c'était un... La Ciotat. Céreste alors, ou La Ciotat peut-être, peu Alors, importe. c'est vrai que je ne l'ai pas fait, c'était La Ciotat ou bien c'était un autre salon, Oui, non, peut-être non, c'était un autre à Colomar. salon à Colomar. Colomar, tout à fait. Colomar. Donc Mois de voilà, novembre. suite à Absolument. cette rencontre, on avait décidé de faire ce podcast sur Ils ont rêvé, ils ont osé, ce papotage et confidence pour que tu nous parles de toi, de ce qui t'a amené à l'écriture. Donc tu es écrivain, romancier, chroniqueur radio aussi. Oui, Donc, je travaille sur une radio qui s'appelle Radio Fréquence Méditerranée. Et là, à la fin du mois, on passe en FM, donc on va quadrupler le nombre de nos auditeurs, donc ce qui est très bien pour nous. Et puis l'émission fonctionne bien. Et puis j'ai un petit questionnaire de Proust à la fin de mon émission et les auteurs, ils adorent. d'accord. C'est le Bon. petit. Tu as été avant dans un autre domaine d'activité, puisque tu étais dans l'hôtellerie, je crois. Oh, j'ai fait 10 000 métiers, j'ai fait Alors, 10 000 je métiers. te laisse te présenter pour nos auditeurs. Alors, oui, en fait, j'ai une formation littéraire à la base quand même, hein, sinon je ne serais pas venu à l'écriture comme ça. Il y en a qui y arrivent, mais enfin, c'est Oui. quand même plus compliqué. Mais à la fin de mes études, en fait, je suis parti vivre au Canada pendant un an avec une Canadienne et j'ai vécu un an dans l'Ontario, ce qui m'a permis de perfectionner mon anglais, même si j'avais au début l'accent canadien. Voilà. Ensuite, quand je suis rentré en France, on m'a dit, voilà, avec ton niveau d'études que j'avais eu, tu peux être prof de français ou bibliothécaire. Alors, comme ni l'un ni l'autre ne m'intéressait, j'ai commencé à travailler. En fait, j'étais commis d'agent de change à la Bourse de Paris. Ça, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai travaillé quelque temps là-bas et puis c'était surtout pour gagner ma vie, hein, plus qu'autre chose. Et puis après, je suis rentré dans un cabinet d'expertise d'assurance. Mhm. Et ensuite, j'ai monté un cabinet à Paris. Je suis né dans le 17e et j'habitais dans le 17e. Toute ma vie, j'étais dans une petite rue qui s'appelle rue Jadin, qui est entre la rue Médéric et la rue de Chazelles. J'avais un appartement là-bas. Et j'ai monté mon propre cabinet d'assurance en 1998. C'est la première fois que je montais ma structure. Et comme ça a bien marché, je me suis spécialisé dans les objets d'art, dans l'assurance d'objets d'art. Je faisais du courtage en objets d'art, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de personnalités assez intéressantes parce que j'avais mon cabinet dans le 17e à 2 minutes de mon appartement. Ça fait que c'était pratique parce que je partais à 9h moins 5 pour ouvrir Oui. mes bureaux à 9h. Il n'y avait pas C'était les vraiment l'idéal. embouteillages. Je prenais pas C'est le sûr. métro, je prenais pas la voiture, je prenais Oui. rien du tout, ni les transports en commun. C'était super, mais je l'avais voulu comme ça. C'est-à-dire que j'ai d'abord acheté mon appartement et après j'ai monté mon Oui. cabinet. Et j'ai Oui. monté mon cabinet en fonction de mon lieu de résidence, tu vois. Et ça m'a permis de rencontrer des gens très intéressants. Ce cabinet d'assurance, j'ai rencontré un auteur italien très connu qui s'appelle Serge Resvani, qui est un Italien qui avait fait beaucoup de livres. J'ai ensuite rencontré Folon, puisque j'ai assuré les dessins de Folon, tu sais, les transports pour les dessins de Folon. Et ensuite, j'ai rencontré, par l'intermédiaire de son agent, le fameux Tony Curtis, puisque son agent m'a demandé d'assurer un événement sur Cannes, parce qu'il exposait ses tableaux Cannes, pendant le festival de Cannes. Donc, c'est à toute l'occasion qu'on s'est rencontrés avec son agent, Géry Palme. Et à partir de là, on a noué un petit peu des relations d'amitié. Je suis allé plusieurs fois le voir à Los Angeles et à Las Vegas, parce qu'il habitait à Las Vegas avec sa nouvelle épouse. Et puis après, j'ai fait un petit peu, il y avait des clients qui me demandaient les tableaux de Tony, et j'allais les chercher, si tu veux, à Las Vegas, je faisais des allers-retours. Voilà, et on est devenus un peu amis, et il m'a parlé beaucoup de sa carrière et tout ça, et puis je l'ai inclus dans le roman du parfum, c'est comme ça que ça s'est passé. Au Oui. niveau littéraire, au niveau littéraire, ensuite, j'ai déménagé donc de Paris, j'ai vendu mon appartement, j'ai vendu mon affaire de courtage d'assurance et j'ai acheté un hôtel. Alors ça, c'était vraiment un défi parce que j'avais absolument pas fait d'école hôtelière ni autre. Mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que j'ai mis un pied dans la littérature. Déjà, j'ai écrit mon premier livre en 2008 qui s'appelait Il y a longtemps.
Et ce livre-là j'arrivais pas à le faire publier par un éditeur traditionnel parce que personne ne me connaissait, personne ne me voulait. Donc j'ai fait, à l'époque, l'auto-édition n'existait pas. J'ai fait de l'édition à compte d'auteur. Donc je suis allé chez un éditeur parisien et il m'a dit, voilà, je veux bien vous publier, mais il faut partager les frais, etc. Alors ça m'enchantait pas, mais comme je n'avais pas d'autre solution, j'ai fait comme ça sur mon premier livre. Et j'ai eu la chance parce que j'ai été repéré par Yann Arthus, un journaliste qui s'appelle Yann Arthus, Mhm. qui travaillait dans l'émission de Michel Field à l'époque, qui s'appelait Au fil de la nuit. Et j'ai eu un passage sur, enfin, pas moi, mais mon livre avec une chronique sur TF1, Oui. avec le logo TF1 de mon livre. Donc j'en ai vendu pas mal. La suite, j'ai eu un reportage sur France 3. J'ai fait mon premier salon du livre à Brune-Cap-Martin. Et surtout, j'ai été repéré, en fait, en quelque sorte, par un éditeur parisien qui s'appelait Jean Castarel, qui était un homme passionné d'histoire, un historien, et qui m'a publié mon deuxième roman, mais cette fois-ci à compte d'éditeur. Oui. Donc voilà. Très beau C'est comme- parcours. C'est vraiment du rêve à la réalité. Et c'était un rêve d'écrire ou Non, en fait, plus un plaisir ou ça s'est fait naturellement au fil du temps? c'était une passion. Tu sais, j'ai toujours écrit, hein. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait même des choses assez amusantes. J'ai fait le journal de ma famille. Je faisais un journal et distribué uniquement pour les gens de ma famille. D'accord, Et je oui. racontais les souvenirs de ma grand-mère, de mes oncles, etc., de mes parents, avec des photos que j'allais coller, j'allais faire des photocopies à la poste. C'était mes débuts. Et après, j'ai écrit un peu l'histoire de ma grand-mère, mais c'était une passion, hein. C'était pas du Oui, oui, tout, oui. je pensais jamais Voilà. être publié quand j'avais 20 ans, tu vois, Oui, oui, oui. 25 ans, 30 ans. Je pensais pas. Je l'ai fait un peu plus tard. Je l'ai fait sur le tard, en fait. Je l'ai fait en 2008. Tu vois, j'ai été Oui. publié un peu plus tard. Et ensuite, donc, cet éditeur parisien, qui s'appelait France Empire, donc Jean Castaret, qui avait pignon sur rue dans le 16e arrondissement, il m'a sorti deux livres. Il m'a sorti Si tu savais et À la folie. Alors, Si tu savais, autant il a marché, autant À la folie, ça a été une erreur parce que c'était un éditeur de livres historiques. Et Mm. moi, je sortais mon premier thriller. Donc, si tu veux, ça Oui. n'a pas très bien marché. La seule chose qui m'a intéressé, c'est que avec l'hôtel, je continuais tous les mois des rencontres littéraires. Je faisais des rencontres littéraires. J'invitais des écrivains de la région. C'est pour ça que je les connais tous. Les Jean Sécardy, les Claude Rizot, les Martine Pilatte, etc. Et j'invitais aussi des auteurs parisiens qui venaient à mon hôtel faire des conférences. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon ami Vladimir Fedorovski, qui est venu en fait faire une conférence à Nice dans mon hôtel. Et il a vendu énormément de livres en une heure et demie, ce qui fait que bon, bah, il voulait tout le temps revenir à l'hôtel pour faire des mini-conférences. Et surtout, il m'a repéré et il m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu as écrit? Donc, je lui ai dit, voilà, j'ai écrit une petite romance sur les parfums. Il m'a dit, ça m'intéresse. Donc, il m'a fait rentrer aux éditions du Rocher. Et c'est comme ça que j'ai eu un peu plus de notoriété parce que Oui. le roman du parfum qui a été publié fin 2012, début 2013, a eu un très grand succès. Et là, j'ai fait pas mal de choses intéressantes. J'ai fait des gros médias. J'ai fait RTL, j'ai fait France Info, Oui. France Culture, etc. Donc là, ça m'a donné un peu plus de visibilité. J'ai eu pas mal de presse aussi. Mhm. Et j'ai fait beaucoup de salons importants comme la foire de Saint-Louis, le festival du livre de Limoges, le festival de Besançon, le festival de Paris, la foire du livre de Bruxelles, enfin des choses importantes. Oui. Et ensuite, on a sorti le roman du café, donc en 2014, et j'aurais pu continuer longtemps comme ça, sauf que mon ami Vladimir Fedorovski est parti des éditions du Rocher. Le Rocher a été vendu à quelqu'un d'autre, un monsieur qui s'appelle Monsieur Nougared, et en fait, il ne voulait pas continuer cette collection qui était dédiée aux odeurs, aux fragrances. J'aurais pu faire le roman du thé, d'ailleurs je l'avais en préparation, le roman du chocolat, tu vois, Oui, c'était oui. des thèmes qui étaient très intéressants Oui. et qui étaient vraiment porteurs. Des best-sellers, ça pouvait très bien fonctionner en librairie. Malheureusement, Vladimir est parti chez Ballant faire une autre collection et écrire ses livres sur la Russie. Donc, on est resté en contact, mais on a arrêté cette collection-là. Donc, moi, je me suis mis au thriller et j'ai publié un premier titre en 2016 chez Michalon, qui est un autre éditeur parisien. Et ensuite, j'ai fait une petite pause littéraire parce que
j'avais pas grand-chose à écrire, j'avais plus d'idées, etc. Et en fait, en quelque sorte, par le plus grand des hasards, quand je te dis ma vie, c'est une succession de Oui, rendez-vous, Jean Cocteau disait il n'y a pas de hasard dans la tout à vie, fait. c'est exactement ça. J'ai rencontré Follon, j'ai rencontré Tony Curti, j'ai rencontré Serge Rezvani, j'ai rencontré aussi Serge Reggiani, aussi le chanteur, qui est Mhm. devenu ami à la fin de sa vie, parce que pareil, il peignait et moi j'assurais ses expositions de tableaux. Voilà, et Vladimir Fedorovski, je l'ai rencontré aussi par hasard, et c'est lui qui m'a ouvert les portes de sa collection. Et pour les polars, un jour, je me trouvais dans un restaurant à Paris qui s'appelait Chez Paul, et j'étais attablé pour déjeuner. Et le serveur est venu me voir et m'a dit, Monsieur, est-ce que vous pouvez vous décaler? Ça vous ennuie de vous décaler parce que on a un groupe de touristes japonais qui arrive. Donc je me suis décalé, je me suis retrouvé en face d'un monsieur que je ne connaissais pas. Et on est venu à parler. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Moi, je lui ai dit, je suis auteur, j'écris des romans. Il dit, ah bah, ça m'intéresse. Et je lui dis, et vous, qu'est-ce que vous faites? Il dit, moi, je suis commandant de police. Et de là est née, en quelque sorte, une amitié, une collaboration. Mhm. Et il m'a raconté de vraies enquêtes et moi je les ai mises sous la forme de polar. Oui. Donc en 2021, au moment du Covid, on s'est beaucoup vu par Zoom et surtout Skype à l'époque, c'était Skype qui marchait bien. Et il m'a raconté donc sa première histoire qui est devenue donc exécution sous cette forme-là, Mhm. embrochée que tu connais. Oui. J'ai trouvé un éditeur spécialisé, cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir une deuxième fois, dans le domaine du polar et du thriller, qui s'appelait M+ Édition, qui était basé à Lyon. Mon éditeur est lyonnais. Il s'appelle M+ Édition. Voilà, et ce livre, bon, bah, il a bien fonctionné. J'ai commencé à refaire des salons en 2022, etc. Et puis l'année dernière, ils l'ont mis en version poche. Donc, tu vois, ça a permis, tu vois, le grand format, la version poche, ça a permis un prix moins élevé et une diffusion plus importante dans les librairies, supermarchés, etc. 2023, j'ai sorti mon nouveau aussi, qui s'appelait Commandant François Chanel. On Mhm. a eu un prix, alors bien sûr, ça a rehaussé un petit peu le truc. 2024, j'ai sorti ma troisième enquête, donc Celle criminelle, qui se passe en septembre 2017, toujours aux éditions M+. Et là, dans quelques temps, ils me sortent Le Commandant, donc en version poche, en version pocket. Il sort le 30 janvier en librairie. Voilà. Donc ça continue et je suis en train d'écrire une quatrième histoire. Mais là, je suis en train d'écrire un polar vintage. On va revenir aux origines du commandant quand il est rentré dans la police et qu'il n'était que simple inspecteur stagiaire. Donc ça va être intéressant parce qu'on va parler de choses qui n'existaient pas à l'époque, tu vois, comme l'ADN, Oui. comme l'odorologie, voilà, comme les empreintes génétiques. Et là, à l'époque, c'était vraiment le flair et la débrouillardise des enquêteurs pour réussir à résoudre des énigmes compliquées, parce que les énigmes ont toujours été. Voilà un peu un portrait rapide, en fait, Oui, de oui, ma oui, un joli parcours et puis fait de rencontres. De toute façon, je crois que tous nos parcours sont faits de rencontres et quand on sait les voir et les saisir, c'est génial. Tu disais que tu avais fait donc ce premier livre à compte d'auteur et que ça t'a quand même un petit peu, quelque peu stressé. Non, ça m'a pas stressé, mais Stressé. si tu veux, j'avais des illusions, tu vois. J'étais pas dans le monde littéraire en 2007-2008. J'avais des illusions. Mm. Donc moi, j'ai fait la chose basique, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'envoyait pas les manuscrits par mail. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On faisait ce qu'on appelle des tapuscrits. C'était voilà, Oui, des choses tapées sur ordinateur. Déjà, quand même, hein, c'était pas tapé à la oui. machine. C'est pas non plus Dieu si vieux. merci. C'est si vieux, mais ça a quand même presque 18 Ouais. ans maintenant. Mm. Voilà, 17 ans. Donc, on faisait ça et puis on envoyait en fait à tous les éditeurs, tu vois. Oui, Donc, c'est oui, vrai que ça m'a coûté une fortune oui. en frais de poste à Bien l'époque. sûr, bien sûr. Alors, ça allait un peu mieux, mais voilà, et je croyais avoir des réponses positives. Moi, j'attendais un coup de fil de chez Stock ou de chez Gallimard. J'ai été vraiment déçu. Mm. C'est pour ça que je voudrais aussi dire à tous ces auteurs qui rêvent de grandes maisons d'édition, voilà, il faut être raisonnable. Une boîte comme Albin Michel, une boîte comme Gallimard ne vous prendra pas si vous n'êtes pas un peu connu. Si vous Ouais.
à moins que votre manuscrit soit extraordinaire. Et encore, vous savez, comme ils lisent un livre sur 10, Oui, voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué aujourd'hui. Ça va plus vite quand même avec Internet. Ça va plus vite. oui, Vous envoyez votre manuscrit, mais encore faut-il le protéger, parce qu'il y a des auteurs qui savent pas ça. Il faut le protéger à la SGBL, à la Société des gens de lettres aussi. Ça, c'est oui. très important. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas tellement de problème de trouver un éditeur. Aujourd'hui, j'ai plusieurs éditeurs et ça se passe très bien en fonction de ce que j'écris. Oui, Je vais placer mon manuscrit dans telle ou telle maison. bien Aujourd'hui, sûr. c'est plus les éditeurs qui me courtisent que moi qui demande à des éditeurs de m'éditer. Mais ça, c'est le privilège de l'âge et puis d'avoir déjà écrit une dizaine Oui, et puis de... d'avoir une certaine notoriété, donc le fait d'être connu dans ce milieu-là, en tout cas. Avec la radio, c'est vrai qu'avec la radio, ça développe beaucoup de Oui, choses oui, parce que je fais quand même une émission par semaine, une chronique par semaine, mais c'est pas très important. Je fais 10 minutes. Mais j'ai surtout deux émissions en live chaque mois, une en début de mois, une en fin de mois. Et là, je donne quand même à une autrice ou un auteur 30 minutes de direct live. Et ces interviews sont filmées. Et c'est vrai que c'est passionnant parce que là, on a des débats intéressants. En 30 minutes, on peut bien aller sûr. plus loin Oui, que parlez-moi de votre dernier livre, faites-moi le pitch. Voilà, ça, oui, c'est vraiment le service minimum, j'appelle ça. Là, sur 30 minutes, on peut et puis surtout, je lis les livres de mes invités, moi, il y a certains chroniqueurs qui ne le lisent pas, ça, je le sais, je ne dirai pas lesquels, mais moi, je lis le livre de mes invités, donc ça me prend beaucoup de temps aussi, bien sûr. ça. Oui, Il faut que je lise au moins un livre tous les 15 jours, à peu près, ou un livre par semaine. oui, Alors, j'ai un peu d'avance, parce que ce que je fais, c'est que, tu vois, ce week-end, j'ai fait un périple incroyable, parce qu'on est parti jeudi, en fait, j'étais invité au salon Le Coquelicot Noir, qui était un salon très prestigieux à Nemours. mhm, Je savais que j'étais invité à Nemours, donc j'en ai profité. J'ai pris rendez-vous le vendredi pour une signature à Lyon, parce que c'était sur la route, donc j'ai signé chez Auchan à Lyon. Et le dimanche, je suis allé dans un autre salon à Châteauneuf-sur-Loire. J'essaye de rentabiliser quand je pars quelque oui, part, que je fais 500, 600, 700 kilomètres. J'essaye de rentabiliser mon, c'est là que j'ai vu Chantal d'ailleurs, mais Chantal, oui, c'est plus facile pour elle parce que Chantal, elle habite la région parisienne. Elle, évidemment, aller à Châteauneuf-sur-Loire, bon, ça fait 120 kilomètres, ça va. Mais moi, ça fait 700 kilomètres. Donc, il oui, faut que je oui, trouve oui. autre chose, si tu veux, sur la route pour me permettre de rentabiliser mon travail. Sinon, mon travail, il n'est pas rentabilisé. Et je Chantal donne rien. Cadoré, d'ailleurs, qui est passée sur ce podcast il n'y a pas très très longtemps, Je vais qu'on salue au passage. Donc la regarder. radio, tu nous as parlé de la radio. Qu'est-ce qui t'a amené à la radio? C'est aussi une rencontre? Alors, c'est aussi une rencontre, mais en fait, là, c'est plus une opportunité. C'est-à-dire que j'étais invité dans cette radio pour parler de mon dernier livre, en fait. C'était au mois de juin, juillet. Ce livre-là, Scène criminelle, en 2024, il venait de sortir, donc publié chez M+. Et Jean-Luc Gisolfo, qui est le directeur de la radio, m'avait dit, bon, bah, puisque votre nouveau livre, Pascal, va sortir là bientôt, je vous invite à la radio, sur Radio Fréquence Méditerranée, pour en parler. Et il m'a interviewé. En fait, j'ai eu une demi-heure de exactement ce que je fais aujourd'hui, moi, et ce qui ne fait Oui, plus lui. Et j'ai eu une demi-heure pour en parler. Et puis à la fin de l'entretien, il me dit, Pascal, vous parlez bien, vous avez une voix qui passe bien à la radio, je cherche un chroniqueur littéraire, est-ce que ça vous intéresserait pas? C'est lui qui m'a demandé, c'est pas oui, moi oui, qui ai dit, oui, oui. est-ce que vous passez dans votre radio? Et je lui ai dit oui, parce qu'il m'a dit, voilà, j'ai un problème. Moi, je suis le directeur de la radio, le financier de la radio, mais j'interviewe aussi bien des sportifs que des auteurs, que des gens du cinéma, etc. Et franchement, je n'ai pas le temps de lire le livre de mes invités. Donc, il m'a dit, je voudrais trouver quelqu'un comme toi qui lit les livres au moins et qui fasse des chroniques littéraires de qualité pour augmenter notre vision sur la radio, pour qu'il y ait plus d'auditeurs, plus de lecteurs, plus de lectrices. Bien sûr. Alors, on a commencé comme ça, mais c'est tout récent, hein. C'est au mois de septembre qu'on a commencé D'accord. avec, en fait, j'avais juste ma chronique littéraire, j'avais juste 10 minutes par semaine. Mhm. Et puis, comme ça a bien marché, les chroniques étaient vues et revues sur Internet, on avait beaucoup de vues. Il m'a demandé à ce moment-là de faire des lives. Et depuis fin septembre, je fais des lives 2 fois par mois. Voilà. D'accord. Et là, ça marche encore mieux. Alors, j'ai invité
tu connais mes invités. J'ai invité Florence de Neuville, que tu Oui, connais. on va passer sur ce podcast aussi. Voilà, j'ai eu Laurent Solaire qui a écrit un livre très bien qui s'appelle Mission Compostelle, que Hmm. tu pourras peut-être interviewer parce que c'est un ancien chambellan du prince de Monaco, c'est un ami à moi. Oui, Euh, plaisir. j'ai eu Samantha Nomilo qui était au Festival de Monaco, qui a écrit un très beau livre euh, sur un illustrateur du 19e siècle. Enfin, voilà, et puis j'ai eu récemment, j'ai eu Sandrine Mérez, bien sûr, j'ai eu Oui, oui, Sandrine oui. J'ai vu l'interview, oui, oui. qui m'a parlé des rencontres francophones, de Oui, sa carrière et comment elle est venue à faire des rencontres francophones comme ça à travers le monde. C'est une idée géniale et oui, il y a quand même Marc Lévy comme parrain. Enfin bon, tout à fait. c'est une belle institution et j'ai un de mes amis qui va comme toi à beaucoup de manifestations. Philippe Oui. Ken, que tu connais. Mais je connais très bien, oui, oui. Philippe doit passer sur ce podcast aussi. On doit se. Ah, Philippe, on se voit souvent. Moi, je vais signer souvent à Jean Lépin dans une librairie qui s'appelle la librairie du Casino, Eden Store Beach. Et comme il habite en face, souvent on déjeune ensemble à cette occasion et on parle et nos livres sont bien en évidence, en vitrine dans cette Oui. librairie et une vision plus. Voilà. Et avec Philippe, on est très amis. J'ai Et rencontré Philippe à New York quand je suis allée à New York au mois de mai pour mon premier salon avec les auteurs, des auteurs francophones. Et Philippe était la personne qui était à côté de moi, donc avec son épouse, et on a bien quelle sympathisé. fille? Je les salue tous les deux au passage. Ah oui, salut, bah, c'est Oui, deux amis. on doit faire cette interview aussi. Ben, c'est Mhm. bien, c'est formidable. Non, c'est formidable ce que Sandrine fait. Oui, Et je sais que Philippe va à beaucoup de manifestations. Moi, je peux pas parce que j'ai beaucoup de salons du livre ou des dédicaces, tu vois, qui sont prévues. Là, en janvier, oui, j'en avais 7 ou 8, tu vois. Là, oui, en février, oui, c'est pareil. Je n'ai pas les dates, mais j'aimerais bien aller. Moi, j'irai une fois ou deux, tu vois. oui, Une fois ou deux. En tout cas, la manifestation que je veux faire, ça, c'est la Belgique, là, Mons, oui, là. Mons, oui, tout à Ça, fait. je vais, ça, je vais le faire parce que ça m'intéresse. Oui, Si ça tombe pas en même temps que Colmar ou Toulon, parce que c'est toujours pareil, les salons se chevauchent, on n'a pas le temps de tous les faire. Mais Mons, ça marchera bien pour moi parce que je fais souvent la foire du livre de Bruxelles. D'ailleurs, j'y vais en mars, d'accord. 4 jours. Et les auteurs, les lectrices et lecteurs belges sont friands d'histoire policière. Ils adorent. Ah oui, Plus d'accord. on remonte dans le nord de la France, plus je vends de livres de polar. C'est D'accord. curieux, curieux, Mm. hein. Dans le sud, j'en vends aussi bien sûr un peu, mais j'en vends beaucoup plus dans le nord ou en Belgique que dans le sud de la France. Je ne sais pas pourquoi. Dans le sud de la France, je vends plus de romans du parfum, tu vois, de romans du café, de Si tu savais, de petites romances, de... et les gens ici aiment beaucoup les auteurs régionaux, tu Oui, vois. oui, Voilà. oui. Moi, j'avais noté une phrase d'un de tes romans. Si je ne me trompe pas, c'est le roman du parfum, mais je ne voudrais pas me Oui, tromper. On ne découvre pas de terre nouvelle sans consentir à perdre de vue les rivages de nos certitudes. J'ai beaucoup aimé cette phrase. oui, j'avais écrit ça il y a longtemps, hein. C'était Oui, mais je l'ai trouvée très... Enfin, en tout cas, elle m'a beaucoup parlé. Donc, j'avais noté pour la citer. oui, mais oui, 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 c'est moi qui ai dit ça, Oui, 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 oui. ça, je sais que c'est toi qui l'as dit. Et Ça, et j'aime beaucoup. Oui, dire en radio, plus, je vais dire en radio. Et, euh, et voilà, mais le parfum, il y a beaucoup de citations. C'est-à-dire que c'était vraiment un roman très complet, très documenté. D'ailleurs, c'est le roman qui m'a pris le plus de temps en oui, écriture. pour les Tu vois. recherches. Oui, parce que déjà, j'ai fait beaucoup de recherches, pas trop sur Internet, mais beaucoup dans les bibliothèques à Mhm. l'époque. Oui, Et aussi, j'ai eu beaucoup de rencontres. Il a fallu que je rencontre déjà les parfumeurs de Grasse, mais ça, je les connaissais déjà un peu, parce que j'avais écrit une petite comédie romantique qui s'appelait Si tu savais, 2 ans avant sur les parfums. Donc, je connaissais Gallimard, je connaissais Fragonard, je connaissais Molinard, je connaissais Robertet, voilà, c'était une marque qui me parlait. Mais en revanche, là, pour le roman du parfum, il a fallu que je me déplace, que j'aille à Paris, que je rencontre des gens chez Chanel, chez Dior, chez Guerlain, chez Hermès. Et ça m'a pris beaucoup de temps parce que, n'étant moi-même pas parfumeur, si tu veux, oui, oui, oui. la porte n'était pas ouverte Oui. forcément pour quelqu'un comme moi qui était un écrivain, un simple auteur, si tu veux. Il y a eu beaucoup de livres sur les parfums qui ont été écrits, beaucoup de dictionnaires des parfums, Mm. énormément.
des choses très compliquées, des choses très alambiquées. D'ailleurs, c'est un jeu de mots, alambiqué, tu vois, Oui, alambic, oui, c'est oui, oui, amusant. Et plus des dictionnaires à l'usage des parfumeurs, tu vois, oui. avec des recettes de parfums, avec des, des recettes de chimie, tu vois. Et moi, c'était pas du tout ce que je voulais écrire. Donc moi, je voulais écrire un ouvrage assez grand public quand même. Pour le grand public, c'était les éditions du Rocher, donc c'est une Oui. collection qui est destinée à tout le monde. Et donc j'ai écrit le parfum, mais j'ai pas du tout, j'ai écrit le roman du parfum, je veux dire, j'ai pas écrit le parfum, c'était Sousskind, Patrick Sousskind, le grand auteur, à des millions d'exemplaires. Moi, j'ai écrit le roman du parfum. Et j'ai raconté à travers ce livre l'histoire du parfum à travers les âges. Mm. Et j'ai trouvé ça amusant. À chaque chapitre, je donnais une citation d'un auteur sur le parfum. Il y en a une de moi, tu viens de la citer, Oui, mais je citais aussi, tu vois, par exemple, Edmond Rudinska, qui est un célèbre né du XXe siècle, qui a dit: le plus beau parfum est celui qui nous procure un choc. Alors, ça peut être un choc affectif, ça peut être un choc amoureux, ça peut être un choc, un retour vers le passé, tu vois. tout à fait. Et à chaque chapitre, il y avait comme ça une citation d'un auteur classique sur le parfum ou en rapport avec le parfum. J'ai même cité Nietzsche, tu vois, qui avait dit un jour, ça n'avait pas de rapport avec le parfum, mais j'ai trouvé ça amusant, toute mon intelligence est dans mon nez. Donc j'avais trouvé ça intéressant parce que je parlais Sûr. du nez Oui, bien sûr. des parfums. Et il y avait Victor et Rolf aussi, des grands parfumeurs, qui avaient dit le parfum, c'est du rêve en bouteille. Enfin, Oui. chaque chapitre avait comme ça une citation d'auteur. Il y en avait une de moi, puis il y en avait des grands auteurs français, Victor Hugo, tout ça. Enfin, c'était vraiment intéressant. Et ça a beaucoup plu. Ce livre, il s'est très bien vendu. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est qu'il est sorti, je te dis, décembre 2012. Et j'en vends encore beaucoup sur les salons. C'est Oui, oui. incroyable. Mais Quand je vais voilà, à côté, j'avais noté cette phrase qui m'a interpellée. J'avais envie de te la citer pour. je donne des incertitudes, c'est ça. Oui, 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 oui. C'est. voilà. En tout cas, je suis ravie d'entendre ce parcours plus en détail puisque c'est un parcours que je trouve riche et ta façon de nous le présenter est vraiment encourageant et inspirant pour nos auditeurs. Merci, merci d'avoir pris ce temps parce que je sais que c'était pas simple Non, de mais caler ce je festival. reviens de deux salons, je reviens de deux salons importants. Oui, J'ai fait le merci, soir, merci beaucoup pour à cette Toneuve. disponibilité. Et pour terminer, moi j'aime bien conclure en donnant un petit conseil. Alors pas forcément pour l'écriture, mais pour aller au bout de ses rêves, puisque la rubrique c'est Ils ont rêvé et ils ont osé. Pour toutes ces personnes qui ont des rêves et voilà, qui ont du mal à oser faire ce pas, qu'est-ce que toi tu pourrais, si tu avais un conseil à donner? Alors, surtout, ne jamais désespérer. Parce je reçois beaucoup d'auteurs à la radio et je reçois aussi beaucoup de livres en auto-édition. Tu vois, parfois, des gens qui ont du mal à se faire connaître, parce que l'auto-édition, c'est pas évident, hein, il y a aussi beaucoup de choses. C'est difficile quand on est en auto-édition de se faire inviter sur les gros salons du livre. Je parle de grosses manifestations. Tout à fait. C'est difficile. Je le sais, moi qui suis publié chez un éditeur, Mm. mais j'ai des amis qui sont, notamment Chantal, elle me Oui. disait, elle a du mal à aller sur des gros salons, sur des grosses Tu manifestations. Elle est citais pas invitée. Toulon tout à l'heure. Moi, je vis à Voilà. Toulon. C'est impossible en auto-édition d'être à Toulon. Bien sûr, il n'y a pas que Toulon, hein, Non, non, bien sûr. Je... Paris, Bruxelles, Genève, Oui, voilà, c'est des manifestations qui sont compliquées. oui, Même des Nice, Festival de Nice, même Monaco, c'est peut-être un peu plus facile, bon voilà. Mais les portes sont pas ouvertes. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est de ne jamais désespérer parce que un jour ça va marcher, un jour ça marche. oui. Regarde, moi j'ai envoyé 200 manuscrits, 300 manuscrits, je me rappelle même plus, c'était énorme. Tapuscrit, Ça peut se c'était. créer en plus. Mm. Voilà. Ce qui J'ai demandait en envoyé plus ça. une démarche encore plus difficile qu'aujourd'hui, puisque ça demandait déjà de les envoyer par la poste. Donc, il y Il avait fallait ce coût il fallait les supplémentaire. printer avec une imprimante, et c'était des livres de 250 pages quand même. Mm. Fallait tout imprimer, fallait tout brocher, fallait le faire brocher, fallait faire l'enveloppe, et à chaque fois, fallait aller à la poste, tel éditeur, tel éditeur, tel éditeur. Et j'ai reçu que des réponses négatives, et il ne faut pas désespérer, puisque tu vois, mon livre, j'ai eu de la Oui, chance aussi. Mon livre est passé sur TF1, et à partir de là, j'ai été contacté oui, par d'autres. oui. Et sinon, il y a d'autres façons.
on peut aussi, aujourd'hui, moi à l'époque, l'auto-édition, ça n'existait pas, il faut dire Non. ça aussi. Ouais. En 2008, il n'y avait pas d'auto-édition, ça n'existait pas. C'était ou les auteurs classiques à compte d'éditeurs, les Ouais. grands, les moyens, les petits, ou alors de l'édition à compte d'auteur où il fallait payer, sortir son chéquier pour être publié. Aujourd'hui, alors je donnerai aussi un conseil, ne cédez pas à ça, ne cédez pas à ça parce que moi j'ai eu de la chance, mais la plupart du temps, quand on vous demande 2000, 3000, 4000, 5000 euros pour être publié, il faut fuir, il faut fuir, il faut dire merci, c'est gentil, mais moi, non, c'est pas ce que je veux. Il faut fuir et il vaut mieux être publié dans ce cas en auto-édition, Oui. c'est beaucoup mieux que de payer chez un éditeur qui de toute façon ne vous fera pas la promo Non. parce que ce n'est pas un éditeur, c'est un imprimeur. Voilà. Mm. Ces gens-là sont des imprimeurs, ce ne sont pas des éditeurs. En fait, il faut, quand vous envoyez un manuscrit, soit on vous paye pour écrire, dans ce cas-là, on vous envoie ce qu'on appelle un avaloir. Alors, Mm. plus l'auteur est connu, plus l'avaloir est important. Quand c'est un gros auteur, ça va être 50 000, 100 000 euros. Quand c'est un petit auteur, ça va être 1000, 2000, 3000 euros. Mais la maison d'édition envoie un chèque avant la publication. C'est comme ça que ça se passe normalement, hein. Vous ne payez pas pour être publié. Ça, c'est terrible. Ouais. C'est, il vaut mieux sortir en auto-édition. C'est aussi une façon de se faire repérer. L'auto-édition, c'est bien parce que vous pouvez vendre votre livre sur des plateformes connues, Amazon, Fnac, etc. Et si vous le mettez à un prix très compétitif, vous avez beaucoup d'achats sur Internet et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous faire, moi j'ai un ami qui s'est fait repérer comme ça, vous pouvez vous faire repérer par une grosse maison, Oui, oui. par une grosse maison d'édition. Et ça, j'ai un ami qui s'appelle Philippe Messburger, ou Messburger, que l'on prononce, qui habite en Alsace, et en fait, il a sorti 2 livres en auto-édition. Et comme ces livres ont très bien marché, et que c'était en plus un très bon vendeur, il allait dans tous les Auchan, les Mm. Carrefour, les Cora, tout ça signé. Il a été repéré par une maison d'édition, et il a eu un contrat chez un éditeur à ce Ouais. moment-là, parce qu'il avait fait de l'auto-édition. Donc, c'est pas si mauvais, l'auto-édition, Non, mais il faut non, pas pas du tout. désespérer. Tant qu'elle est faite de façon professionnelle, bien sûr. C'est. Bon, mais je sais que Chantal, elle a quand même des plans parce on a discuté. Elle Oui, va signer quand même dans les supermarchés, elle va signer dans oui, oui, certaines oui. épiceries. Elle se débrouille bien quand même. Elle se Ah, débrouille bien. Chantal se débrouille très, très bien. Elle est adorable et elle se débrouille merveilleusement bien. Je l'ai rencontrée aussi à New York, Chantal. Ça fait partie des Ouais. rencontres de New York. Et elle a un avantage aussi, ses livres sont pas chers. Donc, Oui, elle peut toucher un public. Moi oui, aussi, j'ai de la chance parce que, tu vois, une version comme ça, bon, pour celle-là, n'était pas très chère. C'était à 16,80. Quand il est passé en poche, il est passé à 9,90. Donc, forcément, ça génère plus de lecteurs. Et le commandant, c'est encore mieux parce que cette version brochée était à 18,90. Et là, ils m'ont fait avec le petit poche un prix sympa, 8,80. Donc oui, là, on trouve, si tu veux, bien sûr. beaucoup plus de Tout à monde, fait, tout à fait. même si je gagne moins, si tu veux, sur la vente d'un poche, ça permet de multiplier, si tu veux. Oui, Et à oui, Châteauneuf ou à Coquelicot, tu vois, j'en vendais souvent 2 parce que les gens disaient, bah, je vous prends ces 2 poches à la place de vous prendre le grand format. Donc, tu multiplies tes ventes bien par sûr. 2. Oui, C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. oui, Mais c'est formidable. Il y a d'autres moyens de se faire connaître. Il y a des rencontres francophones aussi. Ça, oui. c'est formidable. Vous allez à Miami, vous allez à Los Angeles, vous allez à Kuala Lumpur, je le sais, vous allez à New Oui. York, Ouais, ouais, moi, je vais pas Belgique. partout, ouais, mais c'est énorme, la Malaisie, tous ces voyages que ça occasionne, et puis ces rencontres de gens qu'on croise partout dans le monde. C'est Ouais. vraiment, Sandrine a eu une idée de génie, et j'adore ces réseaux. Là, on a fait la première nuit des lectures par Je sais, alors moi, si tu veux, j'étais invité, mais malheureusement, j'étais à ouais, Coquelicot Noir invité. ouais, Donc, j'ai pas pu y aller. Donc, j'ai envoyé une petite photo, puis j'ai liké sur Facebook. ouais, ouais. C'est pas le dîner à Nice, non? Qu'est-ce que vous avez Alors, il y fait? en a eu à Nice. Moi, je vais participer à celui de la Ciotat qui a été organisé par Gilles Gaillard. Ah, il y Euh, avait un dîner à la Ciotat. Ah, oui, c'est bien. oui, oui. Et puis, il y en a eu partout dans le monde. Et je Ah trouve oui. que c'est magnifique de se dire on est tous réunis partout dans le monde par rapport Oui, à. moi, j'ai vu surtout le dîner de Nice parce qu'il y avait des amis, il y avait Pascal Dag et son épouse Oui, Isabelle, tout à fait. Il il y y avait avait Philippe Florence Dany. Penn, il y avait Sandrine, voilà, c'est ça. Et, Philippe, il essaye d'aller à tout, lui, il va à tout. Oui, Et oui, c'est plus facile, lui, il est plutôt à la retraite, hein, il oui. travaille plus, donc lui, il se déplace plus fréquemment, hein. Voilà, c'est ça.
Oui, oui, j'ai vu Bon, qu'ils étaient sur Nice. Non, moi, je suis allée à celui de La Ciotat, c'était quand même plus près de chez moi. et t'es allé, tu vas à New York là, non? Tu vas Oui, à je Miami? pars à New York pour New York. le 20 avril. Je crois que ça commence le 20 avril. Et ensuite, je ferai celui de San Diego, où je suis déjà inscrite à San Diego. Et justement, Et avec c'est quand Chantal, ça? on C'est partira en quand, avion San Diego? ensemble. Quand C'est Je vais quand? faire ces deux-là cette année. C'est quelle date, San Diego? San Diego, c'est en septembre. Je crois que c'est vers début septembre, mi-septembre. C'est dans ces dates-là. Et Très bien. c'est un lieu magnifique. Sandrine a montré plusieurs fois sur les réseaux, notamment hier ou aujourd'hui d'ailleurs. C'est un lieu magnifique à San Diego, au bord de la mer. L'endroit par lui-même est féerique et je suis ravie de faire partie du voyage. J'ai vu la photo, c'était Paradise, c'est ça? Quelque chose Oui, comme oui, oui, Paradise. oui, il me semble. Non, Oui. mais il faut saluer cette initiative, il faut Ah, saluer mais son. oui. Sandrine est passée d'ailleurs il y a longtemps sur ce podcast pour parler Ouais. du réseau et elle sera à nouveau invitée puisqu'il y a tellement d'évolutions chaque année. Bien sûr, moi je vais la réinviter aussi à la radio, j'attends un petit peu parce que Oui, je l'ai eu il y a un mois, je suis pas plus. oui. J'essaye de varier aussi mes invités. Voilà. Donc, bah, écoute, c'était très sympathique cette Merci émission. à toi pour ce temps. Merci à vous tous d'être à l'écoute et puis on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Et le conseil, c'est de ne jamais désespérer, aller jusqu'au bout de vos rêves pour Absolument. paraphraser ton émission. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.